La première fois est passée. Oh, la jambe est pour la sécurité. Cool. Il écoute. C'est tellement agréable de rouler avec quelqu'un qui écoute. Je n'ai toujours rien à dire et vous arrivez vous-même à ces conclusions. Voilà comment cela peut fonctionner. Combien de fois m'as-tu frappé? Et le chronomètre ne s'est pas allumé. Que pourrais-je faire pour l'énerver? Peut-être que je devrais lui faire signe. Bonjour à tous. Accueillir Miloš et Bula. Écoutez, nous sommes à l'ODTJ à Mienzekot, près de Shrem. Nous nous sommes réunis ici pour vous montrer à quoi ressemble le Gymkhana du point de vue d'un athlète professionnel. Et aujourd'hui, notre objectif est le suivant. Je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer cette discipline. Miłosz, en tant que professionnel, va observer comment je m'en sors. Nous voulons vous prouver un point soulevé par Miłosz et les personnes pratiquant le Gymkhana, à savoir que c'est vraiment un sport pour tout le monde, pour très peu d'argent, et que nous pouvons le pratiquer avec juste un petit lopin de terre et quelques cônes. Oui? Exactement. Écoute, sais-tu seulement d'où vient cette idée? C'est venu du fait que Fiat Motocicli avait déjà tourné quelque chose. Et l'année dernière, il y avait cette petite vidéo d'Andrzej littéralement filmée depuis son casque où il roule et montre certaines choses. Il s'est avéré qu'il y avait une très forte demande pour cela. Et en fait, c'est alors, comme on peut le voir, qu'est venue l'idée de mettre quelqu'un qui, je pense, n'a jamais roulé sur un terrain d'entraînement de façon précise. Sauf peut-être genre. Passage, Je ne crois pas. Peut-être lors d'un rassemblement, mais pas pour le permis. Elle a le permis. elle a le permis de conduire. Nous avons de super motos à disposition et... Ah, ce qui est aussi notre objectif, oui, de vous montrer, parce que nous avons vraiment 3 motos très différentes. D'un monocylindre 125 en passant par un bicylindre 800 jusqu'à un monstre à 4 cylindres. Pour montrer qu'on peut tout conduire, n'est-ce pas? Certains seront probablement meilleurs, d'autres pires, mais les conclusions seront tirées à la fin de la journée. Alors écoutez bien, c'est parti. Oui, écoutez tout le monde, partout, car regardez sur quoi nous conduisons aujourd'hui. Après le cube de miel. Elle n'est pas mauvaise. Non? Le cube n'est pas mal. Cependant, comme c'est un cube, il a quelques connexions. Ce n'est pas une surface parfaite. On verra comment je fais sans conseil. Plus tard, Miłosz interviendra ici en tant qu'expert et me donnera quelques conseils. Nous verrons à quel point ces conseils seront utiles et comment le temps obtenu sur une certaine distance changera. Oui, écoutez, parce que c'est de la conduite de précision, mais dans une version sportive, chronométrée. Alors, on y va, on démarre et on commence. C'est parti. On s'habille et on y va. Daniel, écoute, la chose la plus importante en Gymkhana, les cônes. Si ce sont des balles de tennis coupées, ça ira. Si ce sont d'autres objets, même des bouteilles d'eau, ou sans eau s'il n'y a pas de vent, c'est bien aussi. Pourquoi? Donc quelque chose qui ne fera pas de mal si on roule dessus. Oui, écoute, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Regarde. Tu ne roules pas sur le cône. On en rigole toujours. Tu ne tomberas pas à cause du cône. Regarde, que tu le frôles ou que tu roules dessus. C'est important, parce que comme ça, on ne stresse pas. Oui, C'est évident que parfois, quand on roule sur la route ou qu'on s'entraîne, notre regard se fixe un peu. C'est aussi pour ça que la Gymkhana est utile. Elle sert aussi à ça. Tu peux t'imaginer que c'est un trou, une tache d'huile, quelque chose qui te surprend, quelque chose que tu dois éviter sur la route. Mais ici, pas de souci, on s'entraîne en toute sécurité, donc si tu touches ou renverses un cône, ne t'en fais vraiment pas. Non. d'accord, c'est bien. Maintenant, la partie sportive. Regarde. Chronomètre de tour. On peut l'utiliser sur circuit, mais aussi en Gymkhana. Un simple appareil chinois, je vais te placer une barrière là-bas qui commencera automatiquement à chronométrer ton temps dès que tu la franchiras. C'est aussi une discipline sportive venant du Japon, quelque part dans les années 70. Donc quand quelqu'un se prend au jeu, il commence à rouler contre la montre. Justement, tu viens d'aborder le sujet. En fait, la Gymkhana vient du Japon, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais sûrement, ça vient aussi quelque part de l'équitation, non? Où l'on faisait aussi des courses de chevaux entre des obstacles, mais dans cette forme compétitive, effectivement, c'est les années 70 au Japon. Écoute, je vais te placer une porte. Je vois que tu as pris la lettre J'ai pris le monstre. Je vais à fond. 4 cils. Je ne te dirai rien, je ne te dirai rien. Avec quoi? Quelles en sont les conséquences? Je vais te montrer tout de suite. La figure de Gymkhana la plus simple, mais celle sur laquelle tu peux tout apprendre. Oui, Un 8 un peu comme à l'examen, mais dans une version où 12 cônes sont disposés. Si tu fais vraiment la course contre la montre,
que tu es en compétition, alors tu dois mesurer précisément ces cônes pour que, par exemple, tu puisses ensuite publier la vidéo sur YouTube et la montrer. Oh, je suis passé sous la barre des 30 secondes. Tu veux savoir en combien de temps on fait cette figure avant d'essayer ou tu préfères le découvrir après? Je préfère après. Tu préfères après. Très, très bien. C'est une approche très judicieuse. Pour nos besoins, si on mesure à grands pas, ça ira aussi. J'ai 4 cônes. Qu'est-ce que je peux faire avec 4? Eh bien, je peux faire quelque chose. Si je veux faire un 8 ou quelques rotations, 1 ou 2 mètres. Si c'est un peu moins ou un peu plus, ce n'est pas grave. 1, 2, 3. Premier cône. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deuxième cône, et je peux déjà m'entraîner à faire des 8. Je peux m'entraîner à la rotation. Quelle est ta tâche? Ta tâche est de te placer à cette porte, de démarrer et de finir à cette même porte. Tu commenceras en ayant le cône bleu, le premier repère visuel, positionné précisément à ta gauche. C'est ainsi que nous nous en souvenons toujours très clairement et facilement. C'est comme ça qu'on fait en Gymkhana. Tu dois avoir les cônes bleus sur ta gauche. Tu arrives ici, tu fais un demi-tour et tu dois avoir le cône rouge à ta droite et tu dois faire ça 5 fois. Pour te faciliter la tâche, écoute, ne t'inquiète pas de compter. Quand tu passeras le cône rouge pour la 5e fois, je lèverai la main bien haut pour te le montrer. À ce moment-là, en passant de ce côté, parce que le bleu est à gauche, D'accord. tu entres dans la porte. Il est important de bien passer à l'intérieur. Toujours des petits 8. Toujours des petits 8. Le chronomètre commencera automatiquement à compter le temps. Donc, quand tu es prêt, tu démarres simplement Et c'est fini. et c'est fini. À la fin, dois-je m'arrêter dans cette porte ou la dépasser? Tu dois t'arrêter dans cette porte. T'arrêter? C'est important. Ce sera aussi tout de suite un entraînement au freinage. En fait, n'est-ce pas? D'accord. Je vais te dire, on peut perdre la compétition juste parce qu'on ne passe pas dans cette porte. J'imagine que la pression est énorme. Alors, essayons. Écoutez. Il a passé la première fois. Oh, le pied en appui par précaution. Faites attention aux genoux. Un pilote de circuit professionnel, les habitudes restent. C'est très bien, on n'avait rien convenu ici. Et le dernier 8 devant lui. Je me demande s'il utilise l'embrayage ou pas du tout. Passé. Passé. Bravo, bravo. Ça va? L'ABS me dérange un peu. Hmm. Je ne sais pas si c'est normal. Je l'éteindrai. Ou peut-être que je réagis un peu trop vite. Mais c'est ma première suggestion. Eh bien, maintenant vous parlez, car vous êtes l'expert. Comment était-ce? Vous voulez essayer autre chose? Avez-vous utilisé l'embrayage ou non? J'utilisais l'embrayage. Hmm. J'utilise le frein arrière parce que j'utilise généralement beaucoup le frein arrière lorsque je roule. Je ne peux pas imaginer conduire ici sans roue arrière. D'accord, Je pense que c'est beaucoup plus difficile, vraiment beaucoup plus difficile. d'accord. L'embrayage peut être utilisé ou pas. En réalité, dans la Gymkhana, sur certains types de motos, on utilise l'embrayage. La plupart du temps, ce sont des monocylindres ou des bicylindres, de grosses V-twin. Par exemple, quand quelqu'un vient s'entraîner chez nous avec un chopper, un VTX 1800, etc. Qui secoue à bas régime. Ouais, qui a d'énormes cylindres. Donc là, on utilise l'embrayage très légèrement. Mais même dans ce cas, si on utilise l'embrayage, c'est juste un léger débrayage. Juste un petit glissement et c'est tout. Un léger glissement, c'était agréable à voir. Nous avons commenté l'enregistrement en disant que vous êtes un athlète sur piste parce que, Genoux, you know, parce qu'ici c'est l'inverse. genoux. Les genoux, écoute, pour nous faciliter la tâche, comme tu as normalement une jambe, tu sais, nous roulons généralement en première vitesse, à moins que la moto soit très petite. Nous allons essayer avec la 125. Je ne sais pas encore, nous n'avons pas encore roulé, si ce sera plus confortable en première ou en seconde, mais en général, la première sur ce type de moto, sur la plupart des motos de route, ça va très bien. Donc, une fois que tu as passé la première, tu n'as plus besoin de ton pied gauche, alors tu le gardes comme c'est le plus confortable pour toi. Il n'est pas nécessaire de le garder complètement sur la pointe comme sur circuit, mais plutôt ici, sur la plante du pied, d'accord? Parce qu'une fois que tu auras pris le coup, tu commenceras à frotter tes bottes, non? C'est dommage.
Surtout qu'on dit qu'il est plus facile de s'incliner à gauche. Alors c'est dommage pour la botte, non? En général, avec les jambes, tu dois sentir la moto, à la fois avec ton pied et ton genou. Donc, un peu comme en cross, on la serre avec les cuisses. Oui, on le serre avec les cuisses. Le bas doit être bien rigide pour que le haut de ton corps puisse rester détendu. Parce que quand tu rouleras ici, tu auras besoin du haut de ton corps pour regarder, pour tourner. Oui, oui, l'information venant du genou, du talon, quelque part ici à l'arrière de la hanche, va aller jusqu'au cerveau pour savoir comment est la moto. Où est-il? Mais en général, d'après ce dont je me souviens, j'ai vu quelques teasers de Gymkhana, mais là, pour ainsi dire, vous êtes sur une pente négative. Dans le sens où c'est l'inverse de ce qui se passe sur la piste. C'est-à-dire que le corps va plutôt à son encontre. Oui. Et c'est la seule technique que les joueurs utilisent désormais. Non, non. Ils conduisent différemment, Les techniques sont différentes. donc un peu comme une supermoto. Certains à genoux, d'autres avec leurs jambes. Tout comme en motocross. C'est une bonne comparaison. Pourquoi inclinons-nous cette moto? Pour qu'il puisse tourner plus serré, car le pneu aura évidemment un rayon plus petit. Oui, Donc il est incliné pour pouvoir tourner plus serré et dans une gymkhana vraiment étroite, ce contrepoids permet de faire un virage extrêmement serré. Dans une épreuve sportive où tu roules contre la montre, tu commences à calculer si cela vaut le coup parce que peut-être que je peux passer assez vite pour que, grâce à la force centrifuge, je puisse rester aligné avec la moto. Les Japonais, parfois, quand ils enseignent, ils demandent d'imaginer que notre tête se trouve à une certaine distance, ici par exemple, du guidon. Si la moto s'incline, alors la tête s'incline de la même façon. pour être dans une sorte de... Dans l'axe avec la moto, c'est déjà une position neutre et à partir de là, en réalité, puisque tu tournes à droite, dans un instant, tu dois te pencher fortement à gauche. Si tu fais un contrepoids, il t'arrivera parfois de manquer de temps pour te basculer de l'autre côté. Dans ces enchaînements serrés sur circuit, cela ne vaut pas coup. En réalité, c'est Ah d'accord. beaucoup dépend de la moto. Beaucoup dépend aussi de notre style. Chacun façonne un peu son style, comme tu l'as dit, comme en supermoto, de manière individuelle. Si l'on reste dans l'axe, c'est, disons, la position la plus universelle, car de gauche à droite, on a alors cette possibilité. Une position neutre. Oui, mais ce n'est pas seulement le haut du corps qui travaille. En effet, parce qu'en supermoto c'est un peu pareil. Parfois, dans les virages très serrés, les pilotes passent la jambe, mais dans les virages rapides, il vaut clairement mieux sortir le genou. Alors, on change de moto? Oui, changeons, c'est vrai. On va voir. Dis-moi, quelle pression as-tu dans les pneus? Tu as vérifié? Non, on m'a donné la moto gratuitement, à l'œil. Ah d'accord, 2,5. 2 à l'avant. sûrement comme recommandé. Écoute, parce qu'en fait, en Gymkhana, surtout au début, ce n'est pratiquement pas important. Nous roulons avec des motos de route, nous utilisons des pneus de route et nous nous entraînons avec des pressions de route. Le règlement de ce genre de compétition de Gymkhana autorise-t-il le chauffage des pneus ou l'utilisation de pneus slick comme dans notre sport? Les slicks ne sont pas autorisés. Le chauffage des pneus est autorisé à condition qu'il s'agisse de pneus homologués pour la route. Donc on peut brancher ce genre de pneus? Oui, mais en pratique, dans notre pays ou même chez nos voisins proches comme les Tchèques, personne ne chauffe les pneus. D'accord, Maintenant, nous allons avoir les championnats d'Europe en Pologne le 11 juin. à Varsovie, À Bednary, près de Poznań, écoute, c'est tout près en fait. à Bednary, près de Poznań. Donc en fait, c'est vraiment tout près pour toi, non? Dimanche, dans une belle ambiance internationale, car toute l'élite européenne sera présente, 60 des meilleures compétitrices et compétiteurs, et en plus, la femme la plus rapide et l'homme le plus rapide du Japon viendront spécialement pour participer à cette compétition et rivaliser avec nous. Là-bas, certains vont chauffer les pneus, mais ce ne seront toujours pas des slicks, ce seront des pneus routiers et ils suffisent tout à fait, tout comme ici. Je sais que ces pneus, ils sont pratiquement neufs. Oui, ils ont parcouru quelques dizaines de kilomètres. Eh oui, parce que, écoutez, ici, nous avons des Pirelli standard montés. Ici, nous avons la Rosso Corsa Quattro, donc c'est déjà un pneu assez sérieux, on pourrait dire, un pneu de haute performance, Mais routiers. totalement routier. C'est un pneu entièrement routier, très avancé, car ici, je vois 2 types de gommes différents. Si ma vue ne me trompe pas. Oui, à l'avant, c'est sûr. Donc, nous avons sur les bords une couche plus adhérente, qui s'use moins parce qu'on roule moins souvent dans les virages, tandis qu'au centre, il y a une couche plus dure, qui offre une bonne sensation et surtout une plus grande longévité. Mais ce sont, nous le soulignons encore une fois, des pneus routiers. Ici, rien n'a été changé.
Tout simplement, cette moto roule sur la route avec ses pneus. Et c'est sur cette moto que nous nous entraînons maintenant. Même si tu mettais, je ne sais pas, des Scorpion Trail ou n'importe quoi d'autre, tout à fait. Ce sont des pneus sur lesquels tu pourrais rouler ici, rouler en toute sécurité et t'entraîner en toute sécurité. Quand tu roules sur un cône sur le circuit ou quand tu roules quelque part en montagne sur la route, eh bien, tu commences plus large pour sortir plus serré. Oui, exactement. Tranquillement, commence à aborder plus large. Je comprends. Donc plus grand. Oui, Plus grand avec un angle plus ouvert. alors peut-être que la vitesse d'approche sera un peu plus élevée et il ne sera pas nécessaire d'utiliser autant l'embrayage. D'accord, très bien. Parce qu'en général, en ce qui concerne la largeur, si on a à disposition autant que la place, abstraitement parlant. Autant d'espace que tu en trouveras. Ici, à Mienzicode, on en a. On a de bonnes conditions parce qu'on a une grande place. Cette place n'est pas toujours aussi grande, mais la conduite en Gymkhana consiste aussi à choisir sa propre trajectoire. De manière appropriée. Cela m'en dit beaucoup. Ok, écoute, Alors n'hésitez pas à aller plus loin et à bouger quand vous êtes prêt. Oh, cool, cool. Il écoute. C'est tellement agréable de rouler avec quelqu'un qui écoute. Il est plus large et utilise toujours un peu d'assistance à l'embrayage, mais nous y reviendrons. Tout le monde a déjà appris un jour, tout le monde a commencé quelque part. Je vois déjà que le temps sera meilleur. Je peux vous dire qu'il y avait 44 secondes lors du premier passage et maintenant il rentre déjà à la maison. j'ai assez roulé Oui, tu as assez roulé? Oui, oui, c'est bien. et je vais te dire que cette moto me convient mieux. Là-bas, il y avait sans doute un couple moteur trop important dès le bas régime. Donc c'est nettement mieux. Je l'ai déjà ressenti parce qu'ici, il n'y a pas de contrôle de traction, je crois. Tu sais quoi, il y en a un, mais on a bien vu quand tu as accéléré, surtout dans la partie initiale. Peut-être réglé au minimum, car j'ai senti un léger dérapage. Le contrôle de traction peut tout à fait être activé. Oui, Si on roule vraiment très vite, on pourrait probablement s'en sortir sans ce contrôle de traction, mais on a... contrairement aux apparences, j'ai l'impression que c'est différent. Le rapport de la première vitesse la rend très rapide après avoir relâché l'embrayage. Ah, Et un petit peu ici avec l'embrayage, je pense que j'aurais remarqué ce que tu m'as dit plus tôt, que ce serait probablement plus facile de rouler là-bas sans appuyer sur l'embrayage qu'ici, parce que c'est trop rapide pour moi dans le virage. Donc peut-être que pour que ce soit parfait ici, je devrais changer les vitesses. Mais honnêtement, j'ai mieux roulé de cette façon. oui, mais tu as déjà roulé beaucoup mieux, tu prenais les virages plus larges et tu avais cette fluidité, ça se voyait tout de suite. Oui, ce sont précisément ces suggestions pertinentes qui fonctionnent vraiment. Et c'est exactement comme cela que l'on améliore considérablement la course ici. Tu essaieras la 125 aussi? On va essayer la 125. Bon, écoutez, le plus petit engin. Oui, il est monocylindre, donc sûrement que l'accélérateur sera important ici pendant la conduite. Doucement, si tu es détendu ici, tu seras capable de mieux contrôler l'accélérateur. Ne te crispe pas, s'il te plaît. Ne te crispe pas et tu peux voir comment tu te sens, parce qu'au moment du demi-tour, tu te sentiras peut-être mieux si tu le maintiens doucement. Tu ne relâcheras pas complètement tout le temps. Tu dois essayer par toi-même, voir ce qui te convient. Tu ne connais pas la moto, tu ne connais pas la discipline, donc on cherche, tout va bien. J'avais l'habitude de faire de la moto, mais c'est tout. L'ABS est Ouais, le plus petit buzz aujourd'hui. Nous essayons. Vous pouvez voir le réservoir étroit ici, donc le coude s'est cassé automatiquement. Mais elle roule bien. Ça fonctionne déjà beaucoup plus facilement. On peut même le voir pencher dans la courbe. Et c'est là que ça se termine. Et c'est là que ça se termine. Devinez? Allez, parle. C'était le plus rapide. était-ce le plus rapide? L'as-tu ressenti? L'as-tu ressenti? Non? Je veux dire, ça m'a rappelé un peu les motos ici, et quelque part ma discipline là-bas, parce qu'ici, il faut respecter la vitesse. Nous avons très peu de puissance. On voit déjà que la technique ici sera différente, le maintien de la vitesse dans le virage, etc. Mais je pense que c'est ici que c'est le plus facile. Je pense qu'ici, le plus optimal serait probablement une 300 ou une 400. Assez légère, mais en même temps fluide. Parce qu'ici, il y a vraiment un petit déficit de puissance, n'est-ce pas? Il faut vraiment tirer sur la première, mais c'est sûrement un bon apprentissage. Parce que comme tu l'as dit, maintenir les gaz, ne pas secouer la moto, etc. Tu t'en es très bien sorti.
Ici, on s'entraîne sûrement mieux qu'avec ces grosses machines. Donc c'est un peu comme dans ma discipline, il faut commencer avec les petites, parce que c'est là qu'on prend de bonnes habitudes, pour ensuite rouler vite avec les grosses. Et c'est bien ce que tu dis, qu'il faut respecter la vitesse. Et au cas où il est bas, il est léger, si jamais tu dois te rattraper, tu peux simplement poser le pied. Ce qui est bien, c'est que la première ici est fine, douce et lente, et en fait, on peut vraiment oublier l'embrayage. Ici, oui, sur cette photo, il est évident que je devrais encore essayer la même technique sur une 1000. Avec une 800, je pense que ce sera difficile. Mais ici, clairement, on peut oublier l'embrayage après le démarrage et simplement jouer avec les gaz. Et en fait, il vaut la peine de garder une légère pression sur les gaz tout le temps. J'ai l'impression que c'est pour éviter que des jeux ne se créent, c'est-à-dire cette tension entre la transmission et la roue arrière, pour que la transmission reste toujours constante. Ça me plaît. C'est bien qu'il t'ait fait venir. Je n'ai même pas besoin de parler. Tu arrives toi-même à ces conclusions. C'est comme ça qu'on peut travailler. Je te remercie beaucoup. Alors écoute, peut-être qu'on pourrait essayer de tourner quelque chose sur certains éléments que chacun peut s'entraîner à faire et on montrera aussi ce qu'on travaille de cette façon. Je vais vous montrer cette figure où nous allons nous entraîner et nous allons pratiquer le slalom, nous allons pratiquer les virages, les portes, nous allons pratiquer la rotation. 4 en 1. Cela ressemble à une séance d'entraînement en salle de sport. Porte, rotation. Or, je me souviens parfaitement du moment où j'ai commencé à courir et tout le monde m'a dit « Tu vas voir, maintenant tu vas le mettre, tu ne conduiras plus dans la rue. » Écoutez, je n'ai jamais arrêté de conduire dans la rue. Je l'aime toujours, même si c'est extrêmement dangereux. Malheureusement, il faut se l'avouer. Je le vois bien à ta veste. Certains l'achètent dans cette couleur pour qu'elle ait cet aspect délavé. Eh bien, cette veste a déjà quelques belles années. Pour conclure, et Miłosz, écoutez, qui est, disons, un rider professionnel, et moi, nous roulons tout le temps sur la route, donc je pense que nous n'avons pas à être pour vous des extraterrestres qui parlent de choses invraisemblables, car nous sommes ici pour vous montrer comment ce que nous faisons ici s'applique parfaitement à la conduite sur route, comment se sortir de situations dangereuses, comment simplement rouler de manière plus efficace et plus sûre. D'accord? Donc Miłosz va nous montrer ici comment il faut faire. Je suppose qu'avec son propre équipement, il le ferait probablement encore mieux, mais comme nous l'avons mentionné, nous vous montrons comment faire sur des motos que vous avez simplement sous la main, dans vos garages. Et il n'y a absolument aucun obstacle à s'entraîner sur ces motos-là. Un large guidon, un large réservoir. Il y a de quoi s'agripper. Alors, montre-nous. Merci. Qu'est-ce que je pourrais faire ici pour l'énerver? Écoutez, sûrement sans embrayage. Je vais certainement montrer du regard où je vais regarder. Ou peut-être que je vais lui faire un petit signe de la main, juste pour le taquiner un peu. Je vais au loin, je commence, et je regarde aussi loin que je peux ici, partout où je peux ici, et j'en ai probablement déjà fait environ 5. Peut-être. Nous terminons. Merci. Combien de fois m'as-tu frappé? Et le chronomètre ne s'est pas allumé. Non, définitivement, définitivement. C'était plus lent. Alors nous roulerons librement un peu plus vite. Oui, mais écoutez, ce qu'on voit chez toi, c'est cette aisance, cette technique maîtrisée, et c'est justement pour ça, écoutez, que nous allons nous battre pour que chacun de nous, chacun de vous, roule ainsi, que ce soit tout simplement dans le sang, et pas que tu lâches le guidon. La chose la plus importante, écoutez, c'est qu'il a menti pendant tout l'épisode. Je ne suis pas du tout un professionnel. Je m'entraîne depuis 3 ans. Écoute, je suis psychologue. C'est mon métier. Je m'entraîne pendant mon temps libre, mais j'en vois les résultats. Et c'est pourquoi je le recommande. Et tu recommandes. Voilà, c'est ça. Nous recommandons, quelle que soit votre moto, quels que soient vos vêtements de protection, cherchez un petit terrain, des cônes, et allez rouler. On roule de façon plus sûre. Merci beaucoup à vous. Merci.